Donc, au chapitre 1, ce que j'ai beaucoup apprécié, surtout dans la première partie, c'est qu'on nous nomme ou on parle de la raison des réformes des programmes ou des curriculums. Euh, une des premières raisons, et je suis 100% d'accord encore aujourd'hui avec ça, c'est que tout aujourd'hui dans nos sociétés demande davantage de compétences intellectuelles. Donc, on mise vraiment sur l'importance des savoirs pour, entre autres, le développement économique, pour devenir une puissance mondiale. On associe beaucoup les problèmes sociaux aussi au manque d'éducation. Donc, par exemple, on parle du chômage, de l'exclusion sociale, etc. Et que tout ça est directement relié avec les savoirs. L'école doit aussi apprendre à favoriser la cohésion sociale et ça, on en parle dans ce chapitre-là. On veut, entre autres, développer euh, une implication politique, par exemple, un esprit critique. Et le parallèle que je peux faire, c'est que de plus en plus dans nos cours, c'est ce qu'on fait. Si on parle, par exemple, du cours monde contemporain, du cours de français quand on travaille la lettre ouverte ou le texte argumentatif en cinquième secondaire, si on parle, par exemple, du cours d'études internationales, bref, donc tout ça, ce sont des cours qui, avec le temps, pour lesquels on est amené à développer cet esprit critique-là, l'implication politique, apprendre à prendre position en faisant des recherches, en étant informé. Donc, à l'ère du complotisme, je me permets de le dire, c'est l'éducation qui peut renverser la vapeur et c'est vraiment ce qu'on sent dans ce premier chapitre-là. Et là, on parle des années 90 et c'est encore la même chose aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une conclusion et un axe à laquelle ils sont arrivés que je trouve très, très pertinent. Bref, ce premier chapitre-là, on parle de développer des valeurs. On parle du rôle de l'éducation sur les inégalités, sur la pauvreté, et que l'école devient une espèce de milieu où on veut développer le partage de valeurs communes, entre autres en réfléchissant, par exemple, aux défis mondiaux aussi, à la place de l'environnement, à l'importance de faire attention à son environnement, en parlant ou en discutant des guerres dans certains cours pour justement amener les gens à réfléchir à ces enjeux-là, à ces défis-là, et à développer un système de valeurs qui va les amener là. Donc, ce premier chapitre-là, où on parle de la réforme des curriculums d'études, je pense que c'est encore d'actualité. On y parvient de plus en plus, mais moi, je trouve que l'enjeu numéro un, et dans le cadre de mes fonctions, c'est ce qui va être important, je pense, l'enjeu numéro un n'est plus nécessairement en lien avec les curriculums d'études ou les programmes. Je pense que ça va davantage sur la formation des enseignants. Parce qu'encore trop d'enseignants n'arrivent pas à se détacher de certains enjeux, de certains débats, de certains pour amener les jeunes à développer leur propre opinion, justement, sans teinter ce qu'il en est. Donc, je pense qu'on doit miser aujourd'hui encore plus que jamais sur la formation continue des enseignants en leur proposant des ateliers sur justement le développement de l'esprit critique chez les jeunes euh, pour vraiment, vraiment, vraiment que ça passe davantage par l'enseignant maintenant plus que par les curriculums qui permettent ça. Donc, c'est la réflexion que j'ai eue en lisant ce chapitre-là sur la réforme du curriculum d'études. Donc, dans le chapitre 2, ce que le rapport décide de cibler, c'est vraiment des recommandations reliées à chacune des missions de l'école. Donc, la mission de l'instruction, la mission de la socialisation, de la qualification. Et après ça, ben, on tombe davantage dans les attentes relatives au temps, d'espace, d'autonomie, etc. Et j'ai réussi à faire un petit topo, encore une fois, en faisant beaucoup de parallèles avec ce qu'on entend, ce qu'on vit dans nos milieux aujourd'hui. Donc, si on parle d'abord de la mission d'instruction, la première mission, donc, ce qu'on recommande dans ce rapport-là, c'est davantage de cognitivisme. Donc, oui, de toucher au savoir, aux connaissances, d'atteindre les exigences fixées, mais en trouvant les bons moyens pour y parvenir. Ça, c'est encore d'actualité parce que tout ce qui touche à la métacognition, on la voit énormément dans les formations qui sont données aux enseignants, entre autres aujourd'hui. Donc, c'est encore vraiment d'actualité. On parle aussi, et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment intéressé, dans le rapport de rehausser les exigences, entre autres en écriture, en lecture, en augmentant aussi le bagage culturel ou les liens avec la culture, en augmentant le contenu de certaines matières au primaire. Et pour moi, c'est exactement le même débat aujourd'hui. Pourquoi? Ben, il faut être un peu sourd d'oreille pour ne pas entendre plusieurs enseignants dans nos écoles parler de plus en plus, et même que c'était un débat dans certains journaux l'année passée,
la qualité du français ou de la compétence de nos jeunes. Ça revient un peu à ce que je disais dans un chapitre plus haut quand on parlait d'arrêter de tirer vers le bas et d'adapter nos grilles, par exemple, aux élèves qui se trouvent en face de nous. Et d'ailleurs, il y a une professeure universitaire en sciences de l'éducation à l'Université du Québec de Montréal qui vient de faire paraître dans le Journal de Montréal une lettre ouverte qui dit exactement ça. Cessons de tirer vers le bas et assurons-nous que les jeunes ont les connaissances nécessaires en écriture, en lecture, quand ils arrivent au cégep et à l'université, ce qui n'est pas le cas en ce moment parce qu'on a l'impression que certains sont tirés vers le bas ou du moins qu'on adapte nos exigences en fonction de ces gens-là. Donc, un peu dans la même veine que le rapport, l'idée de rehausser les exigences est d'actualité, d'actualité et d'actualité plus que jamais. Donc, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Quand on parle aussi de relever le contenu culturel, on parle entre autres des arts, de l'histoire, des sciences, dans le rapport de la place qu'on donne à la technologie, à la littérature en français, entre autres, dans les cours d'histoire, à la place qu'on donne à d'autres œuvres, à des œuvres par exemple ou à des textes de d'autres époques. Bref, dans chaque matière, on recommande vraiment cet élément-là. Ça aussi, c'est une chose qu'on entend régulièrement, entre autres chez les enseignants de français, par exemple, que nos élèves aujourd'hui ont peu de connaissances culturelles en lien avec notre culture ici, notre culture à nous. Donc, la place des Netflix de ce monde ou des réseaux sociaux de ce monde fait en sorte que ce rapport, cet élément-là du rapport de relever le contenu culturel est revenu à l'actualité pour des raisons qui sont complètement différentes que dans les années 90, qui peuvent se ressembler un petit peu, mais reste que c'est encore d'actualité. Je trouvais ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant d'en parler. Ensuite, on parle toujours dans la mission d'instruction, là, comme recommandation, d'établir les bases de la formation continue. Euh, donc, de se poser la question, c'est quoi les outils nécessaires pour que les jeunes puissent poursuivre leurs études? Quels concepts de base ils doivent maîtriser? De stimuler davantage l'intérêt des jeunes par rapport à l'apprentissage, par rapport à notre culture aussi, de stimuler l'activité de l'esprit, de favoriser l'intégration des savoirs et pas juste dans un contexte d'interdisciplinarité, mais d'amener vraiment les jeunes à prendre les contenus qu'ils apprennent et à faire des liens, par exemple, avec des connaissances antérieures ou à faire des liens avec ce qui se passe dans leur société. Donc, cette recommandation-là, on voit qu'elle a été appliquée quand même dans les écoles parce que personnellement, j'ai l'impression que c'est fait de plus en plus. Mais, mais toutes ces recommandations-là, entre autres celle-là aussi, c'est une histoire ça va faire partie du système d'éducation ou des recommandations en éducation à très, très long terme. Ensuite, on parle d'adapter le curriculum aux changements sociaux, à la diversité sociale, aux médias, à la conjoncture internationale. On parle des langues, entre autres, l'éthique qui se développe, l'environnement, l'importance de la techno. Donc, ce qui est particulier, c'est que ce à quoi ça me fait penser, ça ici, c'est qu'on mise beaucoup sur l'importance de la techno et dans les collèges privés, entre autres ceux dans lesquels j'ai travaillé, de plus en plus, il y a du un pour un. Donc, chaque élève a son ordinateur, sa tablette, etc. Et, oups, là, la tendance tend à s'inverser parce que de plus en plus, il y a des études, dont une étude de l'INSPQ dernièrement, qui est sortie sur des impacts plus négatifs sur la technologie. Entre autres, par exemple, sur la prise de notes, entre autres, par exemple, sur la compréhension de texte, la compréhension en lecture. Donc, c'est comme si la tendance s'inversait un petit peu. Donc, on misait beaucoup dans ce rapport-là sur l'importance de la techno, en effet. Et là, de plus en plus, avec les connaissances qu'on a, et étant donné que cette recommandation-là, visiblement, a été respectée parce que la techno est intégrée dans nos écoles de plus en plus, ben là, on a des chiffres qui commencent à sortir qui démontrent qu'on devrait, oups, peut-être mettre un petit peu les freins là-dessus. Euh, donc, ça, c'est ce qui est les maîtrises. Voyons, la mission d'instruction. On peut parler aussi, quand on parle de mission d'instruction, donc de la mission d'instruction, de la maîtrise de compétences générales. Donc, comment développer, il y a peu de curiosité intellectuelle à l'école, comment développer ça davantage, et ça, on en parle encore aujourd'hui, mais le système est fait ainsi, et ça, c'est des réflexions qu'on a dans les écoles, et à Notre-Dame-de-Lourdes, où je m'en vais, c'est une réflexion qu'ils ont. Donc, quand on est dans un système compétitif, où la note est la finalité, ou du moins dans la tête des élèves, c'est sûr que l'apprentissage n'est pas mis au centre de leur réflexion. Donc, comment stimuler la curiosité intellectuelle? Oui, mais moi, la réflexion qui me vient en tête, c'est euh, comment, comment amener l'élève à vouloir davantage apprendre, pas pour avoir un résultat, mais pour vivre de meilleurs apprentissages. Il existe certains moyens que moi, j'ai mis en place comme enseignant. Entre autres, je ne donne plus ou je ne partage plus les moyennes aux évaluations. Pourquoi? Bien parce que je veux que l'élève se compare
à ses propres compétences et pas à celles des autres. On parle aussi dans ce rapport-là que l'école est peu préparée à la diversité ethnique, que l'école affirme peu ses valeurs. Ben ça, j'ai l'impression que c'est une compétence, pas une compétence, mais une recommandation qui a vraiment été respectée dans les dernières années. On le voit d'ailleurs dans la refonte des projets éducatifs. Donc moi, j'ai eu la chance de vivre 2 refontes de projets éducatifs et en ce moment, on a travaillé là-dessus au Collège Saint-Hilaire sur le code de vie parce qu'on veut que le code de vie tourne autour de nos valeurs et elles sont devenues le centre du code de vie et des actions. Donc, ces finalités-là, donc on revient à la finalité dont je parlais tantôt. Donc, ces finalités-là sont davantage mises de l'avant, je trouve. Donc, c'est comme si cette recommandation-là aussi avait été respectée.